Bonjour à vous voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir 3 cimetières étranges. 3 lieux très différents, mais qui ont pourtant tous un point commun. Ils redéfinissent notre vision de l'au-delà. Entre diable et géant, apparitions spectrales et labyrinthes mystiques. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Allez, c'est parti! Comme toujours, nous allons monter crescendo dans le mystère, car les cimetières ne sont pas que des cryptes géantes, mais dans certains cas de véritables points de passage entre notre réalité et quelque chose de bien plus mystérieux. Commençons par la Recoleta, une véritable ville des morts. Le quartier de Recoleta, en plein cœur du quartier de Buenos Aires, est un des plus élégants et historiques de la capitale argentine. Son nom provient des moines récollets, une branche des franciscains qui s'y installèrent au début du XVIIIe siècle. Ils y fondèrent un couvent, une église dédiée à Nuestra Señora del Pilar et un petit cimetière attenant qui deviendra l'un des plus célèbres d'Amérique du Sud. Situé sur les hauteurs de la ville, autour de la Plaza del Pilar, cette zone fut rapidement considérée comme plus saine, c'est-à-dire plus saine pour la santé, et ce notamment durant l'épidémie de fièvre jaune qui toucha Buenos Aires à la fin du XIXe siècle. Les familles les plus fortunées s'y réfugièrent, y construisant des demeures somptueuses, aujourd'hui remplacées par des ambassades et des hôtels de luxe, dont le très renommé Alvear Palace Hotel. Le cimetière en lui-même, de Recoleta tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été dessiné par le français Prosper Catelin. Il l'a fait à la demande du ministre Bernardino Rivadavia et il a été inauguré en 1822. Aujourd'hui, il héberge 4691 tombes, dont 90 sont classées, et il s'étend sur une surface de 55 hectares au cœur du quartier du même nom, à Buenos Aires. Ce qui frappe à Recoleta, c'est que la mort ne se cache pas, elle s'expose. Les tombes ne sont pas de simples stèles, mais de véritables mausolées, parfois plus grandes que les maisons des vivants. Rangées après rangées, elles forment des ruelles étroites, pavées comme des ruelles, avec des petits quartiers numérotés avec des panneaux. Certaines ont des portes, des poignées, des vitraux colorés et des grilles en fer forgé. On y voit même les cercueils derrière une vitre à hauteur des yeux. Recoleta ne ressemble pas à un cimetière mais à un véritable village des morts. Comme si les défunts continuaient à habiter ici, avec leurs habitudes, leurs rangs et leurs noms gravés en lettres d'or. Un endroit qui était extrêmement prisé des familles les plus riches qui se précipitaient pour acheter une concession à l'intérieur du cimetière de Recoleta qui fut par 2 fois agrandi. Et vous allez voir que ce n'était pas pour de vaines raisons, car certains ne se contentaient pas de préparer leur mort, ils préparaient leur nouvelle demeure avec un soin presque obsessionnel. Et c'est le cas de Señor Aiello, un ouvrier qui, dès la fin du XIXe siècle, était chargé de l'entretien du cimetière. Pendant des années, il mit de côté chaque peso pour pouvoir s'acheter une parcelle parmi les élites. Il fit même le voyage jusqu'à Gênes, en Italie, pour faire réaliser des sculptures de ses outils de travail, des ornements qu'il fit ramener pour décorer sa propre sépulture. Et une fois le tombeau achevé, il n'attendit pas une seconde de plus. Il mit fin à ses jours simplement pour pouvoir s'y installer. Comme s'il avait passé toute sa vie à bâtir la maison de sa mort et qu'il était réellement pressé d'y emménager. Étrange? Peut-être pas tant que ça, car Recoleta a vraiment quelque chose de particulier. Ce cimetière n'est pas un espace de repos éternel, comme le veut la formule consacrée, mais c'est véritablement une représentation de la vie après la mort.
Son architecte français, Prosper Catelin, s'est d'ailleurs inspiré du cimetière du Père-Lachaise à Paris pour le construire. Cimetière du Père-Lachaise qui encore aujourd'hui est entouré d'histoires étranges et qui mériterait à lui seul un épisode entier. Cependant, on en a déjà parlé par 2 fois à l'occasion du tombeau de Dracula. Je vous mets les liens ici. Alors comment ne pas être impressionné, voire choqué par cette architecture hors norme? Des statues imposantes, des frontons gravés, des épitaphes partout. Certains caveaux ont des portes à l'entrée avec une petite marche pour y accéder et des fenêtres pour faire pénétrer la lumière ou pour pouvoir permettre aux visiteurs qui sont nombreux de pouvoir regarder au travers. À de nombreux égards, ce n'est pas un endroit de désolation, mais bien un endroit de prolongement de la vie, comme si les morts avaient droit à autant d'égards que les vivants. Voire plus, je vous assure, à voir la magnificence de certains mausolées. Julio Cortázar, un géant de la littérature en Argentine, voyait cet endroit particulier comme un espace où la réalité se confond avec la légende, et où les âmes des défunts peuvent encore errer parmi les vivants. Et les visiteurs qui y passent racontent que de très nombreuses personnes s'y baladent tout simplement, voire même parfois s'arrêtent à Recoleta pour jouer aux échecs. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce lieu a inspiré de nombreux artistes, écrivains, ainsi que des réalisateurs de cinéma. Avec ses ruelles silencieuses, ses mausolées au visage de pierre et ses ruelles étranges, le cimetière de Recoleta pourrait être tout droit sorti d'un film de Guillermo del Toro. Il apparaît d'ailleurs dans une scène du film Highlander 2 qui a été tourné à Buenos Aires dans les années 90 et son atmosphère étrange a aussi inspiré de très nombreuses œuvres littéraires. Jorge Luis Borges, qui est un des plus grands écrivains argentins, qui était fasciné par la mort et par les labyrinthes, y a d'ailleurs puisé toute une partie de son inspiration. Parce qu'en fait, Borges et Recoleta, c'est une histoire évidente. L'un était fasciné par les labyrinthes, le temps circulaire, la mort et les bibliothèques infinies. L'autre est un cimetière en forme de labyrinthe, plein de reflets, de noms répétés et d'histoires figées. Et d'ailleurs, Borges écrivait « Le cimetière est la plus ancienne bibliothèque. Chaque tombe y conserve une histoire que le temps efface. » En effet, à Recoleta, chaque croisement semble poser une énigme, parce qu'en fait, ce n'est pas un simple cimetière, c'est un véritable labyrinthe où le voyageur ou le visiteur peut complètement perdre ses repères. Les allées pavées, les angles serrés, les enfilades de portes scellées donnent l'impression d'errer dans un village figé dans le temps, ou peut-être même hors du temps. Et ce labyrinthe ici, c'est pas un piège, c'est une véritable réflexion sur la mort. À Recoleta, la mort n'interrompt pas la vie, elle le poursuit, en l'inscrivant dans la pierre, le verre et l'ombre. Et comment ne pas penser au roman Les Thanatonautes de Bernard Werber qui cartographie l'au-delà comme un véritable territoire visitable et structuré. Mais dans un lieu où tout semble figé, la frontière entre la mémoire et la présence vivante devient floue. Recoleta ne se contente pas d'honorer ses morts, elle les garde proches. Et parfois même peut-être un peu trop. Les légendes parlent de bruits de pas dans les allées désertes, de murmures derrière les portes scellées, et de chats noirs qui apparaissent soudainement et puis disparaissent entre les tombes comme s'ils suivaient un chemin que personne d'autre qu'eux ne connaît. Certains visiteurs affirment avoir vu des silhouettes floues naviguer entre les caveaux, et d'autres disent avoir ressenti une sensation d'étouffement subite juste en s'approchant de certains endroits. Et puis, il y a l'histoire de Rufina Cambaceres. Rufina avait 19 ans. Elle était la fille d'un écrivain célèbre et d'une femme fortunée de Buenos Aires. Elle évoluait dans les cercles les plus élégants de la capitale. Le 31 mai 1902, alors qu'elle se préparait à sortir pour un opéra au théâtre Colonne, elle s'effondra subitement. Le médecin, arrivé rapidement, déclara sa mort. On l'enterra dès le lendemain dans le caveau familial, paré de ses bijoux préférés. La nuit même, des bruits se firent entendre dans le caveau. Le gardien du cimetière
pensant que peut-être un voleur était là pour profaner la tombe, se mit à courir pour arriver à l'endroit où il avait entendu ces bruits. Arrivé dans le caveau familial, le spectacle qu'il aperçut fut terrifiant. La stèle était brisée et le couvercle avait été déplacé. Il fit intervenir très rapidement une équipe pour ouvrir le caveau. Et là, c'est un spectacle d'effroi. Le corps de Rufina avait bougé. Ses mains étaient abîmées. Des traces de griffures étaient visibles à l'intérieur du cercueil. Elle s'était réveillée dans sa tombe, enterrée vivante. Une crise de catalepsie sûrement. Sa mère, anéantie et comme on la comprend, fit construire une immense statue de sa fille qui trône donc au-dessus de son tombeau et qui montre Rufina à l'entrée devant la porte, la main posée sur la poignée, comme si on ne savait pas si elle voulait réellement entrer ou si elle venait d'en sortir. C'est bien sûr un des monuments funéraires et les plus connus car un des plus tragiques et certainement aussi l'un des plus touchants de la Recoleta. Depuis, on dit que Rufina attend, qu'elle veille finalement. Sa tombe est un véritable lieu de fascination. On parle de celle qui est morte 2 fois. Et non loin, on trouve une statue d'un ange qui pleure. Peut-être celui qui aurait inspiré les Weeping Angels de Doctor Who. Si Recoleta est la ville des morts, Veris, quant à lui, semble être un lieu de rencontre entre les vivants et des entités fantastiques. Ces sortes d'entités étranges et légendaires dont nous avons déjà parlé, je vous mets le lien ici si vous voulez approfondir. Au cœur des Ardennes belges, ce petit village ne paye pas de mine. Quelques maisons en pierre, des sentiers boisés, une église romane, mais à peine sortie du centre, le paysage bascule. Partout, d'étranges pierres dressées marquent le sol. Certaines semblent taillées avec précision, tandis que d'autres semblent avoir surgi de la terre. Bienvenue au cimetière mégalithique de Veris, un des sites les plus anciens et peut-être l'un des plus mystérieux d'Europe occidentale. Le site mégalithique de Veris remonte à environ 3000 ans avant notre ère, ce qui en fait l'un des ensembles préhistoriques les plus importants de Belgique. Classé au patrimoine wallon, il s'étend sur plusieurs kilomètres autour du village, formant une ligne de pierres dressées qui, encore aujourd'hui, intrigue les archéologues. Le champ mégalithique de Veris, qui se prononce d'ailleurs peut-être Wiris, excusez-moi si je le prononce mal, comprend dans l'état actuel des recherches 27 menhirs avérés si l'on compte ceux qui font aussi partie des allées couvertes. Les monuments les plus connus sont les dolmens de Veris et d'Opagne qui sont construits en grandes dalles de poudingue. Alors le poudingue, c'est une roche spécifique à la région qui est sédimentaire et très dure. On trouve aussi des menhirs isolés comme celui de Dantine et des formations rocheuses surnommées la pierre Aina, le lit du diable ou la pierre à cupule, autant de noms qui annoncent les légendes qui rôdent dans la région. Alors les pierres de Veris ne sont pas de simples blocs erratiques, en fait ils constituent un véritable ensemble mégalithique, c'est un des plus anciens de Belgique comme je l'ai dit, et leur présence témoigne d'un rapport très ancien à la mort, car ce sont des tombes collectives du néolithique. On y a retrouvé des restes humains ainsi que des objets funéraires comme s'ils avaient été préparés pour un véritable voyage ou une seconde vie. Autour de ces structures, les menhirs semblent jalonner le territoire selon une logique mystérieuse. Alors, les archéologues évoquent l'hypothèse d'un réseau rituel ou cosmologique, peut être lié aux astres ou à des repères spécifiques dans le paysage. Mais le débat reste ouvert. Ce qui est certain, c'est que ces monuments sont bien plus que des pierres dressées. Ce sont des structures sépulcrales, des lieux particuliers, et certains n'hésitent pas à parler de véritables nécropoles mégalithiques. Lorsque l'on parle aujourd'hui du site de Veris, on imagine un site assez bien répertorié, connu, classifié, presque familier, mais en fait, il n'en a pas toujours été ainsi. Entre 1879 et 1888, un seul monument était véritablement identifié, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'allée couverte Veris
1. C'est un archéologue amateur, J.B. Goebel, qui en parle le premier en 1851. À l'époque, il y voit ce que beaucoup de personnes imaginaient à l'époque, c'est-à-dire un autel druidique, un reste de civilisation celtique. Ce site figure ensuite sur une carte militaire en 1868, sans que sa véritable nature ne soit encore établie. Il faut attendre 1879 pour qu'un certain A. Dauphren de la chevalerie l'identifie formellement comme un monument mégalithique. Il sera alors tout simplement renommé le dolmen de Véris, mais ouvrira la porte à une relecture archéologique du site. Aujourd'hui, l'ensemble du site identifié s'étend sur environ 8 km de long et 300 mètres de large, comme l'explique très bien la page Wikipédia. Et les monuments mégalithiques de Véris ne sont pas de simples pierres. Ils habitent l'imaginaire local depuis plusieurs siècles. Au contraire de la Recoleta, qui est un prolongement silencieux de la vie des personnes décédées avec les vivants, ici à Véris, il semble plutôt que l'on cherche à enfermer quelque chose. Ces tombes sont un endroit de scellé, de blocage et de silence beaucoup plus lourd. Un territoire où la mort ne se montre pas, elle rôde, s'insinue et pèse. Là où Recoleta expose la mémoire, Véris semble vouloir retenir quelque chose ou quelqu'un. Dans ce paysage où il y a des pierres dressées par les hommes, il y a aussi des roches tout à fait naturelles, mais qui ont acquis un statut presque sacré. C'est notamment le cas de la pierre Aïna, une aiguille rocheuse qui domine la forêt. Chaque année, à l'équinoxe d'automne, les habitants de Véris appliquent une couche de chaux blanche naturelle sur la pierre Aïna. Et ce rituel vise à purifier la pierre et à éloigner le diable selon les croyances locales. Car la pierre Aïna est associée à une croyance qui veut qu'elle bouche un trou béant dans lequel le diable se serait réfugié et que de temps en temps il soulève pour en ressortir. Et bien sûr, pour se livrer à des actes pour le moins maléfiques. Et cette pratique ancestrale, qui est relatée par le site Belgique Insolite, mêle croyances païennes et traditions locales, témoignant de la richesse culturelle et légendaire de la région. Et d'ailleurs, moi je me suis posé la question en écrivant le script, est-ce que par chez vous, vous avez des traditions dans le genre? Moi, aujourd'hui, dans la région où j'habite, il n'y a pas ce genre de choses, ce genre de légende perdurée où notamment tout le monde se réunit pour faire quelque chose ensemble. Si c'est le cas par chez vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça m'intéresserait vraiment de savoir si vous aussi vous vous réunissez avec les personnes de votre village, de votre ville, ou peut-être des proches ou de la famille, dans le cadre de rituels, de traditions ancestrales comme celle de la pierre Aïna. Et puis en contrebas de cette pierre, il y a aussi un endroit qui s'appelle le lit du diable. C'est une pierre qui est formée de 2 morceaux contigus qui évoquent en fait en quelque sorte un lit. Et la légende raconte que le diable s'y reposerait après ses escapades nocturnes, probablement après avoir poussé la pierre Aïna pour ressortir de son territoire sous la terre. Cependant, si l'idée du diable vous hérisse déjà le poil, il est temps d'arrêter la vidéo parce qu'on va arriver à des manifestations bien plus effrayantes. Mais finissons déjà avec Véris. Alors vous savez que dans mes vidéos, j'aime faire référence à des livres, à des films, à des séries et aussi à des jeux vidéo. Pourquoi? Tout simplement car ces œuvres en fait illustrent sur différents supports nos rapports à l'imaginaire et bien souvent nos rapports aux légendes et au folklore local qui ont dans certains cas, on l'a vu ensemble, une part d'ancrage dans la réalité. Et dans le cas de Véris, je voulais vous parler du jeu Dark Souls. Parce qu'en fait, dans ce jeu, il y a des cimetières et des cryptes qui ne sont jamais de simples lieux d'inhumation, ce sont des lieux de veille, de malédiction et de mémoire distordue. L'architecture y a un rôle très particulier, puisqu'en fait, elle retient des puissances, elle balise des seuils et elle marque des pactes anciens. Et dans le cas de Véris, les pierres levées, les cercles, les portes immenses et fermées, tout rappelle une idée,
le fait que ce site ait été fait pour contenir quelque chose et non pour accueillir. Et puis Dark Souls n'a pas d'histoire linéaire. Le passé est en ruine et seuls des fragments demeurent. Et c'est exactement comme l'ambiance de Veris. On a des pierres, des noms anciens, des rites comme celui de la chaux blanche, mais plus personne ne sait vraiment pourquoi on continue. On répète, on perpétue et on garde les portes fermées. Finalement, on ne se rend pas à Veris pour comprendre les morts, mais pour s'assurer qu'ils restent à leur place. Et les pierres, à ce titre, font office de verrou ou de balise, non pas pour dialoguer avec l'au-delà, mais pour le contenir. Et puis il y a aussi le fait que de nombreuses personnes passionnées affirment que les alignements mégalithiques de Veris seraient placés sur des lignes telluriques de la Terre, ces sortes de lignes d'énergie qui fonctionneraient comme les méridiens du corps humain. Ces lignes seraient ressenties par les sourciers et les radiesthésistes, et certains pensent que les bâtisseurs du néolithique auraient choisi ces emplacements spécifiques pour capter ou stabiliser l'énergie. Le domaine de Veris 1, la pierre Aïna et le menhir d'Antine formerait un axe énergétique que certains alignent aussi avec d'autres sites européens dans une notion de réseau sacré ou d'alignement global. Pour les énergéticiens et les géobiologues, dont les explications peuvent être trouvées sur le site Formation Géologie, mais aussi le site Polishiatsu, Veris serait un des grands lieux énergétiques de Belgique. Ce ne serait pas donc qu'un site funéraire, mais une frontière, un endroit où les vivants ont érigé des pierres pour marquer une limite, non pas entre la vie et la mort, mais entre notre monde et un autre, plus ancien, peut-être plus obscur. Une sorte de prison sacrée, un endroit où l'on se méfie de ce qui dort sous nos pieds. Mais toutes les prisons finissent par se fissurer. Et si à Veris, les anciens savaient tracer des limites? À plusieurs kilomètres de là, en Angleterre, une forêt dense abrite un autre cimetière, plus récent, plus discret, mais où là-bas, rien ne reste enfermé. Hey! Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Nous sommes une toute petite chaîne dans l'océan de YouTube et votre participation est importante. Dans l'espace membre, vous trouverez à la fois les liens directs vers toutes les sources que je mentionne dans cette vidéo, mais aussi la carte du surnaturel interactive en ligne avec plus de 200 lieux sourcés, documentés, classifiés et consultables à toute heure du jour ou de la nuit, ainsi que des vidéos exclusives réservées aux membres et les replays de tous nos Mystery Café du mercredi. Bon, je vous laisse, on continue vers d'autres mystères, cette fois vraiment très étranges. Après les mystères de Recoleta et les légendes de Veris, notre voyage nous conduit au nord de l'Angleterre, au Staffordshire, où il y a le cimetière de Cannock Chase. Située dans une forêt dense, cette région est réputée pour être l'une des plus paranormales du Royaume-Uni. Au cœur de cette forêt se trouve le cimetière militaire de Cannock Chase, où reposent plus de 5000 soldats des deux guerres mondiales. Mais ce lieu de mémoire est aussi le théâtre de phénomènes inexpliqués rapportés par de très nombreux visiteurs. Alors si la présentation du lieu est rapide, il va nous falloir un peu plus de temps pour essayer de comprendre ce qu'il se passe dans cet endroit pour le moins étrange. Sans surprise, le cimetière est réputé pour être hanté. Des soldats tombés loin de chez eux, enterrés sur des terres étrangères, le décor est là. Et les témoignages sont nombreux. Silhouettes fugitives vues entre les tombes, voix murmurées dans le vent, sensation de froid brutal sans raison apparente. Mais ici, fait un peu moins ordinaire, des phénomènes auraient été enregistrés, notamment des PVE, des phénomènes de voix électroniques. En 2018, une équipe affirme avoir enregistré ces phénomènes de voix électroniques. Alors ce sont en fait des voix que l'on n'entend pas au moment de l'enregistrement, mais que l'on découvre à la réécoute. Et là, très spécifiquement à Cannock Chase, ils affirment avoir entendu des voix parlant en allemand, avec des phrases brisées, chuchotées,
comme tout droit sorti du passé. Pour ma part, je n'ai pas réussi à retrouver cet enregistrement précis de 2018 avec les voix enregistrées en allemand. Mais sur YouTube, il y a de nombreuses vidéos d'enquêteurs du paranormal qui se sont rendus sur place et qui ont pu enregistrer des PVE. Alors j'ai trouvé notamment Terrifying Night Alone in Haunted Forest Cannock Chase de la chaîne Strayed Explorer que vous pouvez retrouver facilement. Évidemment, certains affirment qu'il pourrait s'agir tout simplement d'interférences radio. Mais d'autres y voient la persistance de ces esprits, de ces personnes enterrées qui chercheraient à communiquer par-delà la mort. Et ces esprits seraient en fait des âmes errantes, désorientées. Et en parlant d'être désorientés, il y a aussi ces témoignages de glissements temporels qui sont rapportés à Cannock Chase. Des témoins affirment avoir entrevu des scènes du passé, comme des camps militaires, notamment de la Seconde Guerre mondiale, et puis cette scène a disparu subitement. Un témoignage notable vient d'un écologiste qui se baladait dans la forêt. Il a remarqué des anomalies dans l'environnement. Selon lui, le soleil semblait être à une position inhabituelle. Les repères géographiques étaient inversés et le silence ambiant était oppressant. Ces observations l'ont conduit à penser qu'il avait traversé une sorte de faille temporelle, un endroit où le temps et l'espace étaient altérés. Vous trouverez cette source sur le Paranormal Strange Fandom Wiki. Et dans un autre récit, une personne dotée de capacités de clairvoyance a affirmé avoir vu un groupe de personnes vêtues de peau de loup, armées de lances, évoluant dans un cercle de pierre. Et cette vision, à ce moment-là, a été interprétée comme une scène du passé, suggérant un glissement temporel vers une époque ancienne. Une époque où peut-être des hommes bêtes faisaient une sorte de rituel pendant la nuit de Walpurgis, comme on en a déjà parlé dans la zone d'anomalie de Ars. Ces expériences sont bien sûr subjectives, mais elles alimentent la réputation paranormale de Cannock Chase. Mais continuons. Au-delà des murmures des soldats tombés et des anomalies temporelles, une légende plus récente, mais tout aussi troublante a émergé, celle des enfants aux yeux noirs. Depuis les années 2010, plusieurs personnes ont affirmé avoir vu une fillette au teint pâle et avec des yeux complètement noirs. Et cette fillette errait silencieusement entre les arbres et même à l'intérieur du cimetière de Cannock Chase. Et ces apparitions sont souvent accompagnées d'un sentiment de terreur incontrôlable, comme si cette apparition, comme si cet être perturbait profondément la perception des témoins. Le site Elishean 777 rapporte une rencontre terrifiante. En juillet 2013, une mère et sa fille ont été alertées par des pleurs. Elles se sont précipitées dans leur direction et elles sont tombées nez à nez avec une étrange petite fille. Elle avait les mains devant les yeux comme si elle attendait une surprise pour son anniversaire. Je lui ai demandé si tout allait bien et si c'était elle qui avait crié. Elle a baissé les bras sur le côté et elle a ouvert les yeux. C'est là que j'ai vu qu'ils étaient complètement noirs, pas d'iris, pas de blanc, rien. J'ai attrapé ma fille par la main et j'ai pris mes jambes à mon cou. Quand j'ai regardé à nouveau, l'enfant était parti. C'était tellement étrange. Certains chercheurs, comme Lee Brickley, ont documenté ces phénomènes. Et lui, en particulier, a fait un lien entre les disparitions d'enfants et les apparitions fantomatiques dans les années 1960 environ. Et puis, il y a, aux surprises, un cryptide. Alors celui-là, on l'a pas encore abordé, c'est l'homme cochon, l'homme porc, le Pigman. J'ai trouvé de très nombreuses sources qui parlaient du fameux Pigman de Cannock Chase, mais pour le plus récent et le mieux documenté, c'est encore Lee Brickley, justement cet auteur dont je vous parlais à l'instant, qui en a parlé il y a peu sur sa page Facebook. Alors laissez-moi vous mettre dans l'ambiance. Dans la nuit du 21 juin 2024,
aux premières lueurs de l'aube. Un homme passionné d'astronomie s'était installé à Castle Ring, un ancien fort de l'âge du fer situé dans la forêt de Cannock Chase. Vers 3h30 du matin, alors qu'il remballait son télescope, il entendit des bruissements dans les arbres qu'il attribua d'abord à des cerfs. En quittant les lieux en voiture, ses phares illuminèrent soudainement le bord de la forêt, révélant une silhouette terrifiante. Une créature de plus de 2 mètres, au corps humain, mais à la tête de cochon, le fixant intensément. Le temps sembla suspendu alors que leurs regards se croisèrent, avant que l'entité ne disparaisse soudainement dans l'obscurité. Profondément troublé, l'homme rentra chez lui en toute hâte pour raconter l'incident à son épouse, qui resta sceptique, pensant à une illusion ou à un jeu de lumière. Étrange, non? Alors à la lumière de ces phénomènes, j'ai tenté de voir si l'on pouvait mettre Cannock Chase dans notre liste de zones d'anomalie. Mais il y manque les anomalies magnétiques. Donc pour l'instant, il ira dans la section apparitions étranges de notre carte interactive. Alors que conclure de ces recherches? Nous avons pu voir que les cimetières ne sont pas que des lieux de repos. Ce sont des architectures symboliques, des interfaces construites entre les vivants et les morts, et chaque culture y projette une version bien particulière de l'au-delà. À la Recoleta, la mort continue de mimer la vie, comme si les morts de Buenos Aires n'avaient jamais vraiment quitté la scène. À Veris, au contraire, tout est une question de retenue. Les pierres parlent d'un monde ancien, elles agissent comme si elles étaient là pour sceller quelque chose en particulier, quelque chose qui pourrait être sous la terre, comme le diable finalement, ou les personnes décédées. Et là, la mort n'est pas un souvenir, c'est quelque chose qu'il faut tenir à distance. Les voix remontent, les créatures sortent de la forêt, les époques se mélangent. Ici, les tentatives de cloisonnement semblent avoir échoué. Le cimetière devient un endroit instable, chargé, où les morts ou autre chose se manifestent encore. Et si finalement les cimetières n'étaient pas faits que pour honorer les personnes décédées, mais aussi pour nous protéger de ceux qu'ils laissent derrière eux. Voilà, j'espère que cet épisode spécial sur les cimetières étranges vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, sachez qu'il n'existe pas une, ni deux, ni trois façons de m'aider, mais 10 façons de le faire. Je vous mets tout en description. Je vais vous mettre aussi ici et là des playlists pour continuer à enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. Moi, je dois vous laisser, je dois aller rassurer le bouton like qui s'est caché depuis qu'il a entendu l'histoire de Rufina. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao. Eh ben, on va faire avec l'horaire.